Ni hao, comme on dit en République de Chine, en République populaire de Chine et dans le 13e arrondissement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Délivre-nous du mal et délivre-nous de tout mal, Seigneur, puisque aujourd'hui nous allons parler de Toute chose scintillant par Véronique Ovaldé. Voilà. Alors, selon la quatrième de couverture, Véronique Ovaldé, c'est une figure incontournable de la littérature française contemporaine. Voilà. Et puis, donc, elle a eu de nombreux prix. Grand prix des lectrices de Elle 2010, euh, prix Télérama 2008, prix France Télévisions, ça devient drôlement spécifique, hein, mais voilà. Alors, avec autant de prix, ça ne peut être que bon. Donc, dans cet ouvrage-là, Toute chose scintillant, il est question d'une petite fille, Nico, qui est la seule survivante d'une catastrophe chimique. Vous voyez, là, il y a une usine avec genre des cadavres qui s'échappent par la cheminée, genre un peu des esprits, voilà. Donc ça se passe sur une île polaire appelée Cookjuak, où il y a une usine qui fabrique on ne sait quoi, mais qui pollue un maximum. Voilà. Et un jour, toutes les femmes de l'île accouchent en même temps, et tous les bébés meurent rapidement, sauf une petite fille, donc Nico. Et elle a dans son corps de la nodamycine, donc c'est une substance qui l'empoisonne et qui devrait à terme la tuer, on n'est pas trop sûr, mais voilà. Et donc tous les habitants de l'île sont traumatisés par cet épisode de l'usine. C'est un peuple en perdition qui souffre et qui n'a pas de futur globalement parce que il est laissé à l'abandon par le gouvernement, donc en fait il sombre dans l'alcoolisme et puis dans la violence aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour le pitch de départ, à la présentation rapide du livre. Donc un ouvrage n'est jamais exclusivement mauvais, il y a toujours des choses positives. Donc c'est le cas dans le quatrième mur, hein, même si j'avais pas trop insisté dessus dans le premier épisode, il y a aussi des points positifs dans toute chose scintillant, voilà, bien entendu. Bon alors, c'est une émission qui se focalise évidemment sur les points négatifs des livres, donc on va pas non plus trop s'éterniser dessus, mais ce serait quand même malhonnête de pas donner en fait les points positifs en fait dans les ouvrages que je lis, donc voilà. Le premier point positif, c'est que le livre est court, il fait que 150 pages. Voilà, en ce qui concerne les points négatifs maintenant. Alors déjà, on réussit l'exploit d'enchaîner les événements à un rythme assez rapide, tout en faisant en sorte qu'il se passe pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ellipses. Nico, d'abord, elle est toute petite, puis elle a 8 ans, puis elle est ado, puis elle se marie, elle devient maman. Tout ça condensé sur 150 pages, littéralement 150 pages. Ça commence à la page 7, vous voyez, et ça se termine à la page 157. Donc ça va vite, mais en même temps, c'est très lent. Donc on va voir ça très concrètement. Le déroulé de l'histoire est le suivant. D'abord son enfance, et sa relation avec son père, qui est un ivrogne qui bat sa sœur. Et puis il y a l'exposition de l'histoire de l'usine, hein, voilà, tout ce qui s'est passé. Ensuite, il y a un étranger qui vient du continent, et puis qui enquête sur cet accident de l'usine. Il y a ensuite une histoire d'un personnage qui s'appelle le Major avec Sonia K, donc sa copine, qui sert pas à grand chose en fait, enfin, c'est dans l'histoire, voilà, c'est Nico qui raconte l'histoire du Major et de Sonia K, bon voilà. Puis l'étranger qui enquête finit par rester à Cookjuak parce qu'en fait il s'est embourbé dans la neige et les problèmes, et il finit par devenir prisonnier psychologiquement de l'île, et il peut plus en partir, et il finit par mourir dans l'indifférence de toute la population de Cookjuak en fait, voilà, qui finit par l'appeler le pollué, voilà. Ensuite, le père de Nico, qui était en exil, parce qu'en fait, il était responsable de tracer les routes sur la glace, et puis il y a une famille qui meurt dans un accident parce qu'il avait mal tracé la route, donc il part en exil. Et puis des années plus tard, voilà, hop, pendant que Nico, sa sœur et sa mère espéraient qu'il ne reviendrait jamais, il finit inopinément, comme ça, sans prévenir, un jour, par revenir. Ensuite, pendant ce temps-là, en fait, Nico, qui pendant ce temps-là donc couche avec tous les garçons de l'île, voilà, elle a 15 ans, donc bah, elle couche avec tous les garçons de son âge en fait. Elle comprend, alors me demandez pas pourquoi c'est important, enfin c'est comme ça, elle couche avec tous les garçons du livre, enfin, de l'île, c'est comme ça dans le livre. Et elle comprend qu'elle doit s'enfuir de Cookjuak et que pour ça, la seule façon d'arriver à cela,
c'est de se marier avec un des ouvriers de l'usine, donc il n'habite pas sur l'île, mais qui vient du continent pour travailler sur l'usine qui, elle, se trouve sur l'île de Cook-du-Lac. Et c'est que comme ça, en étant mariée avec cet ouvrier de l'usine, qu'elle pourra avoir les papiers en règle pour quitter l'île et rejoindre le continent et espérer mener une vie normale. Voilà. Donc elle drague un type qu'elle épouse, cet homme finit par la battre aussi, il lui arrache les cheveux, voilà. Bon, elle tombe enceinte, elle tue son mari, et elle s'enfuit vers le continent avec son argent, donc l'argent de son mari, les papiers de son mari, et puis le bébé qu'elle a eu, et c'est la fin, voilà. Donc, pour un ordre d'idée, la partie où elle rencontre son mari jusqu'à la fin, donc quand elle s'échappe, quand elle s'enfuit, ça dure précisément 50 pages. Donc un tiers du bouquin, un tiers du livre, déjà, c'est cette partie, là, voilà, du dénouement, en fait. Donc c'est-à-dire à quel point ça va vite dans ce livre, ce n'est qu'une succession d'événements, et pourtant en même temps c'est lent parce que ça traîne en voilà, et tout le livre n'est que répétition. Donc on y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais d'un paragraphe à l'autre, on a l'impression de relire la même chose. Donc d'abord son mari la trompe, puis le paragraphe suivant il prétexte qu'il doit aller travailler, qu'on a besoin de lui à l'usine, alors elle se dit qu'elle sait très bien que son mari la trompe, et puis ensuite, chapitre suivant: «Ah, mon mari m'a trompé, donc voilà». Ça traîne en longueur, voilà, c'est un petit peu lent. Alors, j'ai très peu évoqué le style d'écriture dans les vidéos jusqu'à présent. D'abord parce que, bon, pour le 4e mur, ça allait au niveau du style. C'est juste que c'était un peu niais et un peu forcé, exagéré, voilà. Mais certains passages sont quand même franchement réussis. Ça, enfin, je veux dire, au niveau du style, ça va. Et puis pour Mon bel Oranger, c'est déjà un livre pour enfants, et en plus c'est traduit depuis une langue étrangère, donc c'est délicat de parler du style d'écriture. Mais là, on peut pas passer à côté du style et des procédés narratifs, dans Toute chose scintillant. Donc on va commencer par les procédés narratifs et ensuite on s'attaquera un petit peu au style. Voilà. Alors premièrement, on va mettre de côté le livre, un petit moment et je vais vous lire un truc que j'ai rédigé spécialement, pour l'occasion, donc spécialement pour la vidéo. Donc imaginez, que c'est un roman écrit à la première personne et le narrateur est à la terrasse d'un café et il attend, sa sœur. Pourquoi? On ne sait pas, parce que c'est le tout début du roman. Alors c'est pas les premières phrases, mais bon, ça fait déjà genre 5-6 pages que vous lisez, voilà. Et donc on ne sait encore presque rien finalement. Alors quelle est sa relation avec sa sœur? Depuis combien de temps ne se sont-ils pas vus? Ça a l'air important, alors de quoi vont-ils parler? Bon, tout ça, on ne sait pas. On vous dit juste que le narrateur, donc je, est assis à la terrasse d'un café. Donc bon voilà, je vous lis mon extrait. Je m'étais assis sur la terrasse, malgré la fumée des cigarettes alentour qui me gênait beaucoup. Je ne pouvais pas me réfugier à l'intérieur car je tenais absolument à voir ma sœur arriver, et je m'étais donc stratégiquement placé en direction de la gare. Ma stratégie avait fonctionné, car quelques minutes plus tard, je la vis et lui fis signe de la main. Elle hocha la tête pour indiquer qu'elle m'avait vu, je me levai, et l'instant d'après, nous nous faisions la bise. Bon, voilà. Donc là, le dialogue commence. Comment vas-tu, Anastasia? Demandai-je. Ne sais-tu donc pas comment je vais, Louis-Alphonse? As-tu oublié qu'aujourd'hui était l'anniversaire de la mort de nos parents, tragiquement décédés dans un accident de voiture alors que nous nous trouvions tous les deux assis sur la banquette arrière et que nous avons miraculeusement survécu non sans séquelles? Comment as-tu pu oublier une chose pareille? Bien sûr, tu n'as aucun souvenir de l'accident, contrairement à moi, car tu n'étais âgé que de 2 ans seulement, tandis que moi j'en avais déjà 7. Mais nous avons été élevés à la campagne par nos grands-parents, alors tu sais très bien ce qui s'est passé, même si tu n'en as pas un souvenir précis. Et cet anniversaire fait remonter en moi de douloureuses épreuves. Nos grands-parents étaient âgés, bien que de bonne volonté. C'est moi qui ai dû m'occuper de toi, car tu étais trop petit, ce qui m'a fait mûrir très rapidement. Mon enfance a été volée, ce n'est pas ta faute bien sûr, et je ne t'en veux pas, mais imagines-tu seulement la vie que nous aurions eue si mère et père étaient restés en vie? Oh, cela me tient éveillé la nuit, et je pleure toutes les larmes de mon corps avant de trouver le sommeil, Louis-Alphonse. Donc pour te répondre, je ne vais pas très bien, et je vais prendre une menthe à l'eau, s'il vous plaît, ajouta-t-elle à l'intention du garçon de café. Bon voilà, c'est nul, voilà, c'est nul, on est d'accord. Donc ici, bien piètrement, hein, en tant qu'écrivain, j'utilise un dialogue entre deux personnages, pour exposer certains éléments de l'intrigue au lecteur, mais d'une manière qui n'est pas du tout naturelle. Et c'est franchement mauvais. Et évidemment, vous ne pouvez pas lire un livre comme ça. Je veux dire, on vous prend un peu pour des cons. Eh bien, je vous dis ça parce que dans Toute chose scintillant, il se passe presque la même chose. Alors bien sûr,
moi c'est un peu exagéré, mais finalement c'est presque ça. Donc dans le premier chapitre, Nico parle d'un personnage qui s'appelle Kumiku. Donc tous les enfants sont nés dans la cabane de cette femme, Kumiku, le soir du tragique accident avec l'usine. Voilà. Et on ne sait pas encore trop les détails parce que c'est un sujet tabou et sa mère n'en parle pas trop, mais chapitre 2, comme par hasard, voilà que Nico et sa mère sont chez Kumiku, et pendant que Nico fait semblant de ne pas entendre et de jouer tranquillement dans son coin, parce qu'elle a 4 ans à l'époque, les deux femmes, en fait, se racontent toute l'histoire à base de ah bah d'abord il s'est passé ce truc, tu te souviens de ce truc, hein? Et puis ensuite il s'est passé de ce deuxième truc, tu te rappelles hein, du deuxième truc? Et ensuite il s'est passé ce troisième truc, voilà, tu te rappelles du troisième truc qui s'est passé? Bon, c'est un peu facile, voilà. Donc on va, démonstration, lire ensemble la page à partir de la page 15, voilà. Donc je vous passe tous les détails, la narration de Nico, voilà. Elles disent, voilà. Il y avait les lions de mer qui avaient eu tous ces bébés, te souviens-tu? Et les petits étaient nés légèrement dénaturés. Bob en avait ramené quelques-uns et ça puait terrible. Hein, blablabla. Les bestioles, elles crevaient de partout et les poissons, on les voyait tous le ventre à l'air. Tu te souviens, ma belle? C'était une putain de mer de poissons morts. Les bateaux, ils se frayaient un passage dans cet affreux cimetière tout blanc et les oiseaux, ils ont commencé à tomber en plein vol. Là, boum, ils tombaient sur le pont du Rafio. Ça faisait un bruit bizarre. Parce qu'à force de becqueter les poissons, les mouettes, elles aussi, elles s'empoisonnaient. Elles s'empoisonnaient et personne n'est venu les ramasser. Personne ne nous a aidés à nous débarrasser de tous ces cadavres pourris. On s'est démerdés, on travaillait nuit et jour, on les prenait dans des filets et on les faisait brûler là-bas, près du lac. Te souviens-t-il? Voilà, blablabla. Le gouvernement, il s'en foutait de nos problèmes. Non, non, tant que lui, il bouffait pas du poisson d'ici, il venait pas nous aider à nous débarrasser de cette merde. Et notre village, il était tout recouvert de cadavres, de poissons et de cadavres de mouettes. C'était dégueulasse, tout visqueux. Il y en avait partout, dans ta maison, dans ton moteur, ça recouvrait tout, ça puait terrible, une méchante odeur de merde et de mort qui te suintait à l'intérieur. On savait plus comment faire pour s'en débarrasser, pas moyen, ça pourrissait trop vite, ça dégringolait sur toi, ça chointait sous tes chaussures. Blablabla. Il y en avait partout, et puis il a neigé, les bestioles mortes, les restes des bestioles mortes ont gelé, c'était mieux. T'en avais moins plein les godasses, ça craquait juste quand tu roulais dessus, tout a fini par disparaître, ratiboisé, écrabouillé. Après il y a eu tous les bébés qui sont nés. Moi ça me faisait peur, je me suis dit, c'est pas normal tous ces bébés, ils vont avoir 3 bras et une jambe, c'est pas possible. Il y en a plein qui sont morts, à peine ils étaient nés. Te souviens-tu le petit de Mila et les 2 de Bouline? Et pour les autres, oh je devrais pas dire ça vu qu'il y a Nico avec nous. Mais on savait pas trop. Hein. Il y en avait, ils avaient rien au début, et puis après ils ont grandi, ils sont tous partis de la poitrine, tous ceux qui restaient, et on s'est étonné, Kumiko, on s'est étonné. Parce que voilà, ces maladies-là, c'est un cube. Oui, oui, c'est un cube, c'est là, on voit rien, mais c'est bien là, ça attend juste son heure. Oui, madame, c'est un cube. Bon, voilà, etc. Voilà. Donc bon, hein, c'est un petit peu un procédé facile. Hein. Est-ce que Véronique, t'aurais pas eu la flemme, dis-moi, de nous pondre une vraie scène d'exposition et de nous présenter, nous cadrer un petit peu l'histoire de manière un peu plus propre, hein, dis-moi, franchement. Bon. Et deuxièmement, un truc qui m'énerve aussi, c'est l'usage des majuscules pour sacraliser un truc à peu de frais, en fait. Voilà. Donc vous savez, on voit beaucoup ça dans les nouvelles d'amateurs, les fanfictions sur le net, les trucs comme ça, voilà. On prend un terme générique, un peu énigmatique, derrière lequel on peut sous-entendre des tas de trucs, et on l'écrit avec une majuscule pour le sacraliser. Et on fait confiance au lecteur pour jouer le jeu, dire ok bon ça c'est sacré, voilà. Mais pas besoin de démontrer vraiment pourquoi finalement, c'est juste voilà, ça inspire la crainte, ça inspire voilà, le mystère, donc joue le jeu lecteur et soit craintif, soit attiré par ce mystère. Voilà. Donc quelques exemples, voilà, donc on verrait par exemple la cérémonie, vous voyez, l'initiation. Le rituel des puissants. Voilà, donc toute la ville était en émoi, parce que dans 3 levées de soleil, le rituel des puissants allait commencer. Voilà, donc rituel des puissants avec un R majuscule et un P majuscule, voilà, c'est l'ordre des mages. Voilà, le cataclysme, le grand monarque, l'homme vert. Voilà, bon, on lit ça et on se dit, ah oui, bah tiens, c'est important, c'est important. Bon, bah là, on a ce procédé, il s'agit du grand malheur. Voilà, le grand malheur. Donc on a quelques exemples, page 35 par exemple. Voilà. Un matin, quelque temps après la disparition du vieux, donc le père, hein, j'ai décidé de ne prendre aucune de mes 3 pilules. Mes pilules du continent, qui venaient par cargo me sauver la vie, mes pilules qui devaient diffuser dans mon corps, et de toutes petites molécules à gros biceps, je les imaginais bien, bombant le torse et s'attaquant à mon grand malheur. Et on l'a aussi, page 65.
page 65. Voilà. Donc Paul C, c'est le mec qui vient du continent pour enquêter, et qui finit par rester sur place et mourir parce qu'ils l'appellent le pollué, les gens là. Voilà. Vous avez été berné, floué, pollué, contaminé, disait-il. Vos poissons flottent le ventre à l'air, vos chiens ont tous été décimés, vos petits-enfants sont morts. Ils ont étouffé et ils sont morts. Mais c'était un peu trop brutal. Il s'est aperçu que par ici, l'on ne parlait pas si crûment de notre grand malheur. Voilà. Alors maintenant qu'on a eu l'occasion de lire quelques passages, on va pouvoir vraiment parler du style en lui-même. Donc c'est donc Nico qui raconte, en interpellant parfois le lecteur directement. Donc elle dit, par exemple, il faut que vous imaginiez ceci ou cela, ou alors si, je vous assure. Voilà. Donc genre, oui, des mouettes cannibales, si, je vous assure, voilà, bon, ce genre de choses. Mais la frontière avec une narration plus large est un peu ténue, en fait. Ça se perd parfois vers l'omniscience, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les pensées, par exemple, de tel ou tel personnage, ou ses intentions, voilà. Donc bon, voilà, c'est un petit peu flou. Alors c'est pas du tout un problème en soi, hein, bien sûr. Mais ça, c'est dans un style oral que c'est raconté, qui n'est pas vraiment réussi. On comprend que l'auteur veut donner un aspect oral, mais il y a trop de lourdeur, et les phrases sont parfois bien trop longues, en fait. Donc ça peut être un effet de style pertinent, mais ça n'a pas vraiment sa place ici. Donc avant de voir des exemples concrets, juste avant de voir des exemples concrets, on va lire les commentaires qui figurent sur la 4e de couverture pour vérifier déjà du contenu de la pointure à laquelle on a affaire. Puisque finalement, lire nous dit imagination et plume éblouissante. Et cosmopolitan, donc j'imagine que c'est une critique littéraire Monsieur Cosmopolitan, il n'y a pas de prénom, mais bon voilà. Le lyrisme et la langue d'Ovaldé sont fantastiques, selon Cosmopolitan. Donc on va vérifier. On va peut-être lire la première page, puisque c'est la première impression qu'on a avec le livre, à part la 4e de couverture, mais quand on rentre dans le livre, c'est la première page. C'est normalement ce qui est le plus soigné, et ce qui est le plus, surtout, mémorable. Hein. Aujourd'hui, maman est morte, bon bah voilà, Albert Camus. Longtemps je me suis couché de bonne heure, hop, Proust. En fait, mon père n'est pas mon père, immédiatement on pense à Véronique Ovaldé. Donc, bon. En fait, mon père n'est pas mon père. Alors là, il faut prendre son souffle. J'ai été échangé à la naissance contre une autre petite fille, plus rouge, plus solide, avec de vrais cheveux et un corps en bien meilleur état de marche. Une petite fille moins silencieuse et moins inquiétante. C'est toujours ce que dit mon père. Il dit « elle est inquiétante ». Il me regarde un moment et il dit « elle est inquiétante ». Il s'éloigne un peu comme s'il avait peur de se laisser contaminer par ma bizarrerie. Il a un léger recul et je prends un air vraiment inquiétant. Je souris en le regardant de côté et je m'amuse et je me répète tout bas « de toute façon, tu n'es pas mon père ». Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Voici un autre extrait choisi. Je vous ferai pas l'affront de dire que c'est au hasard, évidemment. Voilà, donc là c'est l'histoire du Major et de Sonia K. Donc voilà, donc Sonia K qui meurt. La belle Sonia K grossissait assise dans sa cuisine, ne mangeant plus, tentant juste d'endiguer encore un peu ce fatal étouffement. Mais ce fut trop rapide. La multiplication de ces cellules l'a pris de vitesse. Shirky n'eut pas le temps de revenir. À son retour d'ailleurs, il n'y avait toujours pas de lettres, et il n'y en aurait pas avant des années. Et ce fut ma mère qui la trouva à terre dans sa cuisine, magnifique encore, je vous le jure, magnifique dans sa vastitude. Ce fut ma mère qui la trouva alors qu'elle lui apportait quelques poissons pêchés de peu, ce fut ma mère, et elle disait toujours après cela, elle disait juste, je l'entends encore, avec toute cette eau noire derrière elle, je l'entends encore dire, sa langue avait gonflé tant et si bien qu'elle avait étouffé, mais elle était encore si belle, Sonia K couchée dans sa cuisine, elle était encore si belle que même morte et bleue, elle est restée la plus belle d'entre nous. Éblouissant. Un lyrisme fantastique. Donc ce qui serait réellement éblouissant et fantastique à ce stade, c'est de pouvoir lire les phrases sans pouvoir reprendre son souffle, en fait, voilà, et donc déjà ça, mais en fait tous les personnages se répètent, voilà, ils disent plusieurs fois la même phrase, et ils font que ça, ils font que se répéter, et tous les habitants de l'île, et même son mari, donc qui est un ouvrier, je le rappelle, qui vient travailler à l'usine, mais qui n'habite pas sur l'île, en fait, se répète tout le temps. Donc, il y a peut-être un effet de style, comme pour dire que quand on reste à Cook Juak trop longtemps, on finit par entrer dans un moule, que tout le monde finit par se ressembler.
Mais pourtant, en fait, tout le monde n'a pas la même personnalité parce que elle le dit elle-même quand elle parle de ses différents amants et de leurs caractères respectifs. Il y en a qui sont doux, il y en a qui sont plus rudes, etc. Voilà. Donc, si c'est bien cette hypothèse, elle est faiblement exécutée, voilà, de l'histoire du moule, où tout le monde en fait se ressemble finalement. Et enfin, c'est même plutôt raté, et j'ai tendance à penser que l'écrivain ici n'arrive pas à faire ressortir des personnalités, que les personnages n'ont absolument aucune profondeur, et ils se ressemblent tous, en fait. Donc on va prendre quelques exemples concrets, page 44 par exemple, page 44 ici, alors je retrouve sur la page, oui voilà c'est là. Bien sûr, le pauvre garçon, déjà, bon voilà, hein, bien sûr, le pauvre garçon ne s'intéresse pas à notre père. Oh non, mais bien à notre déchetterie, qui est fermée, grillagée, minée depuis presque une décennie. Il ajoute même, vous savez, ils veulent la rouvrir. Comme ça, dans un souffle, en lorgnant l'effet produit. Mais ma mère continue de fixer sa gnôle, parce qu'elle le sait bien que l'usine va être remise en état. Ça fait 10 ans qu'on nous le serine. Il dit, vous savez, ils veulent la rouvrir. Bon, on a compris, en fait. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Et alors, bon là, si c'est plus dans le style, donc page 18, voilà, également, parce que c'est blindé, hein, en fait, de ces choses-là. Elle regrette maintenant d'être restée si longtemps chez Kumiku, on ne l'y reprendra plus, c'est ce qu'elle se dit, on ne m'y reprendra plus, je trébuche à côté d'elle. Oui, mais alors, finalement, si tu viens de le dire, ça sert à rien de le répéter, on a compris la première fois, en fait. Et Nico, elle-même, quand elle parle, elle répète souvent les mêmes mots. Donc, page 89, c'est parti. Un jour, notre père a réapparu. J'avais 15 ans. Plus personne ne bougeait de notre pôle. Nous étions encerclés par les petits hommes orange et bleus qui traficotaient dans l'usine, qui s'époumonaient et toussaient, et se faisaient payer cher pour accepter de venir se coincer dans les glaces. J'avais 15 ans. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Les garçons m'avaient amené dans les plaines pour assister à la grande boucherie d'Equinox. Il faisait un froid lumineux, là c'était bon, blablabla, blablabla. Et puis il y a tout un tas de mots, répétés comme ça, au hasard en fait, au hasard, sans même une virgule pour les séparer, et juste pour le plaisir de répéter des mots. C'est-à-dire que quand vous écrivez un document sur un traitement de texte, comme par exemple Microsoft Word, si vous répétez 2 mots, il vous en souligne un en rouge. Donc là, Véronique, elle a vu les mots, et puis elle s'est dit « Ah, bon effet de style, je garde ». Mais en fait, qu'est-ce que ça apporte finalement, à part des lourdeurs finalement dans les phrases? Pas grand-chose. Voilà. Donc page 13, on a page 13. Je ne sais plus. Oui, si, voilà. On se couchait avec ma sœur dans la pièce du fond, collé dans le même lit. Donc il n'y a même pas de virgule, hein, voilà, c'est collé. Voilà. Page 43, on a fort. Page 46, têtu, et serré. Donc je sais pas en plus quel est le choix de vocabulaire en fait ici pour les mots répétés. C'est-à-dire que là on s'est téléporté dans une chanson de Francky Vincent, ou comment ça se passe en fait là? Bon sinon, comme je l'ai dit plus tôt, le livre ne fait que 150 pages. Donc comme tout va vite, il n'y a pas grand chose qui soit vraiment développé. Et ça c'est un peu un problème, parce que les personnages ont très peu de profondeur, ils sont très caricaturaux, et puis tout est évoqué avec une certaine superficialité en fait finalement. Donc pour en prendre la mesure, on va lire la 4e de couverture. Voilà. Donc, Cook-Duac est une île polaire oubliée. Ceux du continent y avaient installé une usine de traitement des déchets toxiques. Après le grand malheur, l'eau, l'air, la terre ont été contaminés. Les enfants sont morts. Tous? Non. Un seul et toujours résiste encore à l'envahisseur, il s'agit de Nico. Au cœur de son monde à l'agonie, où les adultes sombrent dans la violence et l'alcool de reine. Alors, l'alcool de reine, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, on ne sait pas. L'alcool de reine. Elle s'imagine princesse et décide que la nodamycine qui empoisonne son corps l'a dotée de pouvoirs magiques. Donc, quand on lit ça, on se dit, bah tiens, petite fille avec des pouvoirs magiques, suite à une catastrophe écologique, un désastre chimique sur une île polaire oubliée. Intéressant. Mais est-ce qu'elle s'imagine vraiment princesse? Bah non, en fait, pas vraiment. En fait, je sais pas qui a écrit ce résumé, parce que c'est clairement n'importe quoi. À aucun moment il y a le mot princesse dans le livre, en fait. Alors pour les pouvoirs magiques, bon, ok. Il y a 2 ou 3 passages maximum où son père bat sa sœur, genre en mode violent, et elle s'imagine se faire toute petite jusqu'à disparaître, et puis pouvoir
passer dans les interstices des murs. Voilà, donc rien de très magique finalement, c'est juste une stratégie d'enfant face à un traumatisme en fait. Et puis aussi, elle pense parfois pouvoir communiquer avec les animaux et elle voit des sortes d'esprits qui l'accompagnent un peu partout, mais très vite fait ça, hein, c'est plutôt les animaux qui parlent. Donc en fait, comme littéralement, j'ai envie de te dire, n'importe quel enfant de 8 ans avec un minimum d'imagination, en fait. Je veux dire, tous les enfants de 8 ans, un peu solitaires, voilà, ils s'imaginent parler aux animaux. Il y a même un dessin animé dessus. Ça s'appelle La famille de la jungle. Enfin voilà, c'est bon. Et voilà, donc tout ça, de toute façon, ça reste très anecdotique. Et le résumé laisse entendre que la nodamycine va être un thème central dans le livre, mais pas du tout. Elle n'aurait rien, en fait, que bah, ce serait exactement pareil. En fait, c'est vraiment juste un petit détail saupoudré comme ça, mais ça ne change rien. Et l'auteur nous demande, voilà, finalement, de faire comme si, d'imaginer qu'elle est vraiment particulière, sans jamais nous expliquer concrètement pourquoi, en fait. Voilà, donc au final, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fond, et comme bah, tout va très vite et bah, tout se passe sans accroc. Voilà. Elle décide de tuer son mari donc d'une manière vraiment particulière au possible, et tout se déroule comme prévu, alors que ça pourrait foirer, mais vraiment 1 milliard de fois. Donc je sais bien que rien n'est crédible depuis le début de l'histoire, le but c'est pas de raconter une histoire crédible sous tous les aspects, mais c'est toujours pareil en fait. Là on nous demande d'y mettre du nôtre en tant que lecteur pour se laisser raconter l'histoire, même si c'est un peu trop gros, et ben en fait voilà, ça fait rien, c'est ok, l'histoire c'est ça, tu suis, tu poses pas de questions. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'ils laissent leur enfant, donc avec son mari, chez eux, sans surveillance, pour aller se promener au bord du lac. Donc elle amène son mari voilà, au bord du lac, elle fait exprès de l'amener là où la glace est fine, et elle le laisse passer devant. La glace cède sous leur poids à tous les deux, ils tombent dans l'eau glacée, lui, il s'agrippe à elle au début, mais il finit par couler. Elle non, elle arrive à se débattre, elle arrive à sortir hors de l'eau, et aussitôt après qu'elle soit sortie hors de l'eau, la glace recommence à se former à la surface, à la place du trou, et donc bah, son mari reste sous le lac mort noyé, elle va chercher son enfant, et puis elle s'enfuit en motoneige. Je veux dire, c'est vraiment le plan parfait pour se débarrasser de quelqu'un, c'est vraiment, il n'y a aucune façon que ça puisse échouer, c'est absolument aucun problème. Donc bon, à ce niveau-là, on est plus sur le conte que le roman, hein, à ce stade. Le but, c'est de raconter une histoire, si c'est pas crédible, tant pis. Et en fait, c'est un peu facile parce qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'enjeu, pas de résistance. Elle va réussir, c'est admis dès le début. Il n'y a même pas de sacrifice personnel, vous savez, le héros qui perd quelque chose dans sa quête, en fait, et puis pour réussir à trouver, en fait, pour réussir dans ses épreuves, en fait, non, non. Finalement, voilà, elle décide de tuer son mari, bah, elle tue son mari, c'est comme ça. Et en plus, elle décide d'un truc, et elle dit, bah voilà, j'ai décidé de tuer mon mari et de m'enfuir avec mon enfant. Elle le dit, voilà, dans la narration. Et puis, bah, chapitre suivant, qu'est-ce qui se passe dans les pages suivantes? Bah, on assiste à la scène où elle tue son mari et où elle s'enfuit avec son enfant. Donc bon, si on sait déjà que ça va se passer comme ça, à quoi ça sert finalement de le lire, en fait? Voilà. Je veux dire, il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, là. Bon. Donc finalement, on va lire la fin, hein, voilà, juste pour le délire. Donc bon, ça c'est la page, voilà, ça c'est le chapitre de fin. On va pas commencer par tout le chapitre, mais on va commencer peut-être au milieu de la page ici. Voilà. Donc, il me faut retrouver le chemin des routes de glace, là où l'épaisseur et la dureté de l'océan prisonnier m'assureront protection. Je suis confiante. Je pense à Tororo et Mimix, donc ça c'était 2 de ses amants préférés. Et je suis heureuse enfin de partir. Je sais où prendre la mer. Il n'y aura personne dans ce blizzard pour nous voir passer dans le pick-up bleu de mon mari. J'avais dit que c'était une motoneige, c'est un pick-up, pardon. Les lampions me guident. Je laisse le clignotement de l'usine sur ma droite. Je roule doucement, impatiente, oui, mais prudente et investie. J'allume la radio du continent et je cherche des gens qui parlent. J'ai envie d'un jacassement normal. J'ai envie de gens qui ne discutent pas de contamination et de viande de renne. Je ne veux pas penser à mon mari sous la glace. Je souris. Il n'y a maintenant plus la moindre lumière pour me repérer. Je souris et je pense quand même à mon mari. Je me dis que c'est magnifique comme disparition. Quel bonheur d'être maintenant au fond du lac au milieu des algues molles. Je pense à mon mari et à mon lac. Je roule maintenant sur la glace. Je parle à Lilo, donc son enfant. Je sais que bientôt le blizzard retombera. Puis la neige cessera et sa chute silencieuse. Cessera sa chute silencieuse, pardon. Je vois déjà le soleil éblouissant au-dessus des routes de glace. Le pick-up qui roule vers le continent avec mon Lilo à l'intérieur et cette lumière qui brillera et toute chose scintillant. Attendez, ça me dit un truc, ça.
Je crois que j'ai déjà lu ça quelque part. Ça va me revenir, moi je sais pas. Eh ben, c'est le titre du livre. Les derniers mots du bouquin, c'est le titre du livre. Bah, dis donc, ça c'est un moyen stylé de conclure sans trop faire d'efforts, hein, n'est-ce pas Véronique? Hein? Quand on a la flemme. Bon, c'est désormais le moment de la conclusion, alors je vais conclure. Et qui a rédigé ce script là? Bon, je vais conclure puisque c'est le moment de la conclusion. Alors dans le fond, l'idée de base n'est pas mauvaise. Bon voilà, un village perdu sur une île, une catastrophe écologique, les habitants laissés à l'abandon par le gouvernement qui survivent comme ils peuvent de manière précaire, avec beaucoup de violence, de problèmes d'alcool, et puis au milieu de tout ça, une petite fille un petit peu solitaire, la tête un peu dans la lune, la seule à ne pas être décédée en bas âge alors que l'usine avait durablement pollué l'air. Donc on sait pas trop pourquoi. Elle a survécu et puis elle essaye de quitter cette île dans l'espoir d'avoir une vie normale. Voilà. Bon, bon, c'est pas transcendant comme idée de base, mais bon, voilà. Dans la forme, par contre, c'est quand même creux, assez bâclé quand même, peu convaincant. Le style est très lourd. Donc il y a une seule demande à ce niveau-là qui s'impose. Seigneur, je sais que tu es très occupé, et certainement à juste titre, mais s'il te plaît, par pitié, délivre-nous du mal. Amen.